Bonjour Richard. Bonjour Nicolas. Richard, donc toi tu es, le fondateur de Grand Angle et Grand Angle Crypto. Tu es auteur d'une chaîne YouTube de vulgarisation économique, que je suis, avec, beaucoup d'attention. Tu analyses, la macroéconomie. Je trouve que tu fais des contenus, excellents, hyper inspirants. Merci. Donc je les suis depuis plusieurs années, donc je te félicite et j'avais, une grande curiosité, sur ton point de vue, un petit peu sur l'IA. Vaste sujet, vaste programme. Trop bien. Hem, alors tout d'abord, Richard, selon toi, qu'est-ce qui se passe sur l'IA générative ces derniers temps? Ce qui se passe en fait, c'est que, on a l'impression que tout ça, c'est une révolution qui est apparue avec ChatGPT, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est un sujet que j'ai dans le radar depuis 2006, en même Mmh. temps que j'ai commencé à m'intéresser au climat, parce que, c'était les grands sujets, Ouais, du futur, de l'avenir. Donc, il y a une évolution continue de ces technologies, sauf qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, on a une application, un service disponible au grand public qui est, comment dire, démonstrative. On a vraiment quelque chose qu'on peut regarder, un objet de curiosité. Alors que je me souviens, moi, du chat de Google en 2012, je crois, ou 2013, quelque chose comme ça, où en fait une IA de Google avait réussi à décrire la photo, à faire la photo d'un chat sans qu'on lui ait expliqué ce qu'était un chat. Et donc c'était un peu ce que fait ChatGPT aujourd'hui, mais en version d'avant, et on n'avait pas ça à la maison. Ouais, il y bien a peut-être sûr. du bruit là, il y a un avion qui passe là. C'est bon? Écoute, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On l'entend bien. Oui, donc ce chat exactement sur le principe du deep learning en fait, sur lequel en fait d'où est issu en fait, ChatGPT, et Midjourney. Toi, tu utilises ces outils un petit peu au quotidien? Alors, moi, j'ai une boîte de production, Grand Angle Production, qui utilise ça effectivement parce qu'on a divisé par 4 ou 5 le prix d'une vignette. Parce Mmh. qu'avec l'IA générative, il y a moyen d'accélérer énormément le travail des vignetteurs. Bien Là, sûr. on est en train de poncer Eleven Labs pour faire du doublage de certains contenus en américain notamment. Donc j'avais fait une petite vidéo, j'ai choisi mon camp sur l'IA, sur Grand Angle Echo, où j'ai mis un extrait. Alors ça avait été généré avec HeyGen celui-là, parce que Ouais. HeyGen c'est une IA qui permet de transformer le visage aussi, et de doubler. Je pourrais parler en américain si tu fais le montage avec HeyGen. Je ne sais je le ferai, je passerai peut-être un petit extrait, j'essaierai de découper quelque chose où on parle en anglais si tu es OK. Ouais, carrément. Et c'est vraiment une technologie impressionnante. Et voilà, donc on essaye les choses au fur et à mesure. Et moi, je me sers de ChatGPT 4. Je m'en sers pour voir ce que ça donne. En vrai, c'est pas encore fiable pour tout un nombre de choses, mais ça permet de gagner du temps. Moi, je m'en sers comme d'un Google énervé, Ouais. par exemple pour avoir des définitions ou savoir où chercher, avoir des différences entre des termes, etc. Maintenant, ChatGPT 4 génère des images aussi, puisque Dali, ils l'ont fusionné avec, quoi. C'est un seul service. Bien Donc sûr. ça, c'est assez rigolo aussi de jouer un peu avec Dali. Mmh. Et par contre, sur la génération, l'interprétation de données, on a fait des tests avec Didier pour rigoler. On lui a balancé des graphiques en lui demandant, bah, calcule-nous la vol, etc., la volatilité. C'est Ouais, pas encore ouf. ouais. Il se trompe beaucoup, mais je veux dire, avant, c'était une question de possibilité, et aujourd'hui, c'est une question de précision, de Mmh. fiabilité. Donc on a passé un cap quand même. Voilà, c'est et moi je me souviens du bouquin de Kurzweil, alors j'aurais plus l'année exacte, mais il y a un paquet de temps, qui Ouais. disait la puissance de calcul pour 1000 $, elle n'a cessé d'augmenter. Et effectivement, on est là-dedans. Moi, ça fait 20 ans bientôt que je regarde ça avec amusement. Et oui, 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 bah oui, Ouais. oui. Aujourd'hui, On tout le monde arrive se un rend peu compte que c'est au une réalité, alors que c'est déjà le cas depuis longtemps. bien sûr, on arrive un peu au bout de la loi de Moore quoi, en fait, avec ces GPU. Les exemples que tu as donnés, ils sont super pratiques, en tout cas la vignette, je vois très bien parce que j'ai la même problématique. Hem
Mais la vignette dont tu parles, c'était avant quelques heures de la part d'un designer et c'était, quelques centaines de dollars ou d'euros, quoi. Hem, Eleven Labs, de la même manière, le fait d'avoir un clone vocal pour toi, pour tes vidéos aussi, j'imagine que ça peut t'aider, Alors, on énormément. est en train de regarder. Ce qui manque sur les clones vocaux, c'est la chaleur de la voix, l'intonation. En fait, il y a une différence entre. Alors, déjà, traduire de l'anglais, nous, on passe par une traductrice. C'est pas, on fait pas de la trad automatique parce que entre traduire et localiser, c'est pas le même travail. Bien C'est-à-dire que sûr. quand on traduit des mots par un truc qui comprend pas ou pas trop, on peut avoir des surprises, surtout dans la crypto où Ouais, on a grand angle méta aussi, où il y a beaucoup d'anglicismes, des mots qui sont des marques et qui sont pas forcément à traduire. Il y a beaucoup de choses. En anglais, si on traduit la banque centrale, ben, on va avoir la Fed, mais Fed, on prononce pas FED. Donc bien il y a sûr. des tas de choses comme ça qu'on appelle la localisation, les expressions idiomatiques et les intonations sont pas aux mêmes endroits dans la langue. Donc on a une traductrice qui est une américaine. Et ensuite, là, on est en train d'essayer de voir si, dès lors que je fais le script en français, que on fait traduire par une américaine et qu'on balance la vidéo en français avec la bonne trad, est-ce qu'on arrive à quelque chose de suffisamment quali pour que ça marche, quoi. Mais voilà, Mmh. aujourd'hui, on est quand même à la frontière, le vignetteur. Aujourd'hui, une vignette, maintenant, ça coûte 15 balles, 20 balles. Ouais, Et en même temps, il faut un vignetteur qui sache se servir de ses outils, sinon c'est moche, ça se voit. bien Donc sûr. on a besoin, l'IA est pas suffisamment pratique et sophistiquée pour être un peu autonome avec quelqu'un qui ne sait pas de ce qu'il est en train de faire, quoi, qui est pas expert sur le métier. Donc pour Mmh. l'instant, voilà, mais comme je disais, avant c'était une question de possibilité, maintenant c'est une question de précision. Donc J'aime ça, beaucoup quand quoi, tu fais cette distinction possibilité-précision. Je pense que c'est une approche très intéressante. On peut parler de la même chose avec Midjourney, tu vois? Il y a une époque où on avait tous les problèmes de doigts, tous les petits détails qui faisaient que clairement on pouvait pas avoir une photo pro. Aujourd'hui, ça de c'est possible et c'est de plus en plus précis et photoréaliste. Mmh. et donc voilà, ça avance vite en fait. Est-ce que selon toi, Richard, ChatGPT a passé le test de Turing? Ah, c'est amusant comme question parce qu'en fait, le test de Turing, il est pas ça dépend comment on le fait passer, mais en soi, c'est pas si compliqué. Typiquement, si je te demande, chat avec quelqu'un en face, que ce soit un humain ou un agent conversationnel, mais tu as le droit de faire des phrases de 5 mots et 2 lignes maximum, bah, ça devient compliqué de savoir si c'est un humain ou une IA parce que en fait, le la communication est tellement réduite que, voilà. Par contre, si je te dis montre-moi un avatar numérique en 3D avec lequel je peux causer et dont on parle, bah, là, oui, aujourd'hui, ça va se voir. Donc, le test de Turing, tout dépend comment on le calibre, en fait. Mais Bien sûr. ce qui est plus rigolo que ça, en fait, c'est la question sous-jacente au test de Turing, c'est à partir de quel moment l'âme apparaît. Parce qu'en fait, derrière le test de Turing, on se dit, bah, un humain, il a une âme et une machine, elle n'en a pas. Et à un moment, c'est ça qu'on voit et c'est ça qu'on cherche. On cherche le bon test pour mesurer ça. Et moi, ce que j'en pense, mais ça c'est personnel, hein, c'est Mmh. de la Richard des temps de fiction, c'est que le test de Turing, si l'âme n'existe pas, le test de Turing, on est en train de le violer en continu. Ouais, C'est-à-dire que globalement, c'est un continuum et il y a un moment où l'IA est de plus en plus sophistiquée. Donc, elle ressemble à un humain sous les angles auxquels on l'aborde de plus en plus, jusqu'au jour où, ben voilà, on se dira, enfin, elle nous dira, un matin, on va se lever et puis c'est le bignou qui va nous expliquer la vie. Et puis, en gros, c'est une fois qu'on aura dépassé le seuil depuis bien longtemps. C'est comme dans les trous noirs. Dans les trous noirs, il y a un horizon. Alors quand on voit le trou noir de loin, on voit hop, une grosse, il y a une ligne noire bien parfaite. On se dit ah, voilà, le jour où je la passe, je vais avoir un clic. Et en fait, si on s'approche suffisamment d'une étoile, on ne sait pas à quel moment on passe l'horizon. mmh, On s'en aperçoit au moment où on essaye de revenir en arrière
Et on dit, tiens, c'est marrant, j'y arrive plus. Bien sûr. Avant, je pouvais revenir en arrière, maintenant, je peux plus. Donc, en fait, Ouais. mais ça, c'est un gros postulat qui repose sur une croyance personnelle qui dit que l'âme n'existe pas. Pour moi, en Mmh. fait, l'intelligence est un phénomène émergent de la complexité. Voilà. Donc, plus vous Mmh. avez quelque chose de complexe, un système diffusif, on y reviendra si tu veux, complexe, plus ça a l'air intelligent. Et nous, ben, on est le système diffusif le plus complexe dont on dispose dans ce qu'on peut observer autour de nous. Donc, on Ouais. se pense au sommet de la pyramide, en fait. Mais ça veut dire que soit on est effectivement au sommet parce qu'il y a une flèche du temps quand même, donc ça veut dire qu'on est les premiers et voilà, pourquoi pas. Soit que ce qu'on observe, eh bien, en fait, est limité. Et en fait, Ouais. on peut très bien avoir des tas de choses très intelligentes, beaucoup plus que nous autour de nous, mais qu'on soit incapable de les observer, soit parce qu'elles sont très loin, soit parce qu'elles sont beaucoup trop différentes. Ça se trouve, Mmh. on peut très bien imaginer deux je ne sais pas quoi là qui sont en train de communiquer, qui sont juste devant nous là, sous nos yeux, mais sous une forme totalement étrange qui empêche la communication. Tu prends, Ouais. j'aime bien par exemple, tu as deux pucerons sur deux arbres différents. Ils sont incapables d'imaginer que il y a dans l'autoroute là qui passe en dessous, il y a des voitures, des gens dedans, etc. Pour eux, c'est un monde de pucerons, quoi. Ça se limite C'est à une c'est branche, trois feuilles, un arbre, et le reste, une question de dimension, quoi. Ouais. Mmh mh. de dimension et de complexité, ouais. Ouais. Et tu sais, il y a dans l'équation de Drake, alors pour ceux qui connaissent l'équation de Drake, ça vise à répondre à une question, c'est le paradoxe de Fermi, qui dit, c'est marrant parce que si on calcule le nombre d'étoiles qu'on voit dans le ciel, Ouais. et qu'on part du principe qu'il faut 1 million d'années pour passer d'une étoile à une autre, tu vois, on se donne 1 million d'années là pour passer d'un système solaire à l'autre, une fois qu'on a un peu de technologie, ce qui n'est pas déconnant hein, en soi, pourquoi pas. Le Ouais. problème, c'est que si on fait le calcul, avec l'âge de l'univers, il devrait y avoir des martiens partout. Il devrait y avoir des vies extraterrestres de partout, parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles multipliées par 1 million d'années que l'âge de l'univers. Donc la question est pourquoi il n'y en a pas. Et il y a l'équation de Drake, justement, qui vise à répertorier tous les facteurs qui peuvent faire qu'il y a une probabilité pour que ça merde, ou que Ouais. la vie n'émerge pas. Donc il y a, bah, je sais pas moi, la probabilité que le Soleil soit à bonne distance de la Terre, la probabilité pour que la vie émerge, la probabilité que... Et ensuite, dans les interprétations de cette équation, on arrive à un moment où on se dit, bah, en vrai, si on n'en voit pas, eh ben, c'est Ouais. qu'il y a un phénomène qui empêche la vie extraterrestre d'émerger. Et tout le monde se fait des films catastrophes avec la bombe nucléaire où, bah voilà, on est trop intelligent, enfin, on est trop bête et trop intelligent à la fois. Donc, dès qu'on trouve les moyens de notre propre mort, bah, on se suicide, quoi. Voilà, on se fait tous péter dans un grand feu de joie. Et voilà. Mais moi, ce que j'aime beaucoup plus comme hypothèse, parce que si on imagine que ce phénomène s'est reproduit plein de fois, eh ben, mécaniquement, ça veut dire qu'il y en a qui se sont effectivement fait sauter la caisse. Tu vois, il y a des extraterrestres débiles ou pas de chanceux, voilà, malchanceux ou débiles. Mais il y en a aussi qui, en fait, ont juste disparu. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, et dans ce cas-là, ils ont juste disparu. Et dans ce Ouais. cas, ben, en fait, la vie extraterrestre, de mon point de vue, enfin de mon point de vue, dans ce que j'espère, si je faisais de la fiction personnelle, dans le monde que j'aimerais bien qu'il soit tel que j'imagine, les extraterrestres sont déjà partout, parmi nous. Excellent. Et ils sont Heu, probablement les descendants d'une IA. ah oui, ça me fait penser à un peu à un bouquin, tu sais, de Bernard Werber, je crois, le genre Le Ouais, Papillon des étoiles, tu vois? Où on revient un petit peu à la case départ, tu vois? On part très loin et on finit par revenir sur la terre, ouais, c'est super. Richard, petite question, sur laquelle je suis très curieux d'avoir ton avis, c'est un petit peu sur le lien entre la crypto et l'IA. Je trouve pour l'instant qu'il y a pas tant de choses que ça selon moi, mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer, hem et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. alors, ce qui est assez chouette, alors quand on parle de la crypto, il faut toujours repositionner les choses. Il y a, pour moi, il y a 2 types de monnaie.
il y a les monnaies confiance et puis les monnaies fiat, ou ce que j'appelle Yes. les monnaies dettes, mais monnaies dettes, ça prête à confusion. Bref. Les monnaies confiance, elles se résument en une seule parce que ça consiste à transférer la valeur du passé vers le présent, l'or typiquement. Et la monnaie confiance, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui émerge parce que le passé est certain, c'est la meilleure technologie qui permet de transférer la valeur dans le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est l'or. Parce que l'or, c'est le truc. Pourquoi il y a qu'un seul or et il n'y en a pas deux? Eh ben parce que l'or, c'est le truc qui permet d'avoir la meilleure preuve de travail qu'on ait trouvé en regardant ce qu'on avait par terre, qui traînait par terre. Voilà. Mmh. Il y a plein de choses qui traînent par terre, on a à peu près tout essayé, le sel, les pointes de flèche, les coquillages, les peaux de mammouth et j'en passe. L'or est le machin qui prouve que tu as bien fait une dépense énergétique pour l'acquérir, qui soit le plus pratique. Voilà. Et puis ensuite, il y a tout le royaume des monnaies fiat. Et les monnaies fiat, donc comme le dollar, l'euro, le yen, etc., ça, c'est une preuve d'enjeu. Ouais. C'est-à-dire que je suis un souverain dans mon royaume et je dis, bah allez, on n'a pas d'or, voilà. Et où je veux faire des choses un peu plus rigolotes qu'avec de l'or, j'ai besoin de créer ma monnaie. Et du coup, je l'invente. Je fais des bouts de papier, hein, des euros, des dollars. Et je dis, quiconque dispose de ce bout de papier dispose d'une créance sur mon royaume. Voilà. Mmh. Donc, si vous allez à la Fed avec votre dollar, on vous donnera, ou à la boulangerie, etc., on vous Ouais, donnera des trucs parce que je l'impose. Et ça, ouais, en fait, ça consiste à préempter de l'énergie future. L'or constate de l'énergie passée, c'est pour ça que c'est une monnaie qui transfère la valeur du passé vers le présent, alors que les monnaies fiat préemptent l'énergie future qu'un royaume va créer. Voilà. ouais, Donc en fait, quand tu achètes du dollar, tu achètes la croissance américaine. Et si jamais les Américains se plantent, eh ben, tu auras perdu ton dollar, quoi, parce que le dollar va dévisser par rapport à l'or. Mais tant que ça marche, tant qu'on a un pays qui vit correctement et qui se développe correctement, les performances d'une monnaie fiat bien gérée et de l'or sont les mêmes à long terme. Donc tout ça, ça mmh, marche très bien. Et du coup, on a les cryptos qui arrivent ouais, là-dessus. Et les cryptos, non, Bitcoin. On a Bitcoin qui arrive dessus. Donc ça ouais, veut dire que le premier cas d'étude sur la monnaie, on a deux faces à la monnaie, hein, le futur et le passé, et ouais, les prix se forment dans le présent. Eh ben, le premier cas d'étude, c'est Bitcoin, c'est la monnaie confiance, la monnaie du passé. Du coup, ça veut dire que dans cet univers-là, c'est la meilleure technologie qui s'impose comme la monnaie suprême. ouais, L'argent s'est pété, il y a un ratio de 40 avec l'or, parce que l'argent, c'est à moitié valeur industrielle et à moitié valeur monétaire. Donc l'argent est toujours resté derrière. C'est pas une compétition, l'argent qui passe devant, non, ça passe derrière parce que c'est moins efficient. Bitcoin est censé être plus efficient que l'or. Donc ça, bah, on va le voir et on est en train de le vérifier parce qu'en plus aujourd'hui, c'est la journée des bougies vertes là. clairement. Bitcoin Cinq 5%. qui remonte. Ouais, ouais, ouais. Et si Bitcoin est effectivement l'outil technologique le plus efficient, alors il va s'imposer contre l'or, pas contre les monnaies fiat. Les monnaies fiat pourront s'en servir comme protocole, comme l'or était une base. L'or est une base pour les monnaies fiat. C'est pour ça qu'ils en mettent plein dans les banques centrales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Internet, maintenant, on dispose de la moitié du système monétaire international qui est gérable par Internet. Ouais. Donc, maintenant, mettons une IA là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que j'étais un peu long pour en arriver là. Eh ben, Mmh. ça veut dire en fait que une IA, si on veut lui faire acheter et vendre de l'or ou des fiat ou des machins, c'est assez compliqué. Il faut un compte en banque, l'or, faut le déplacer. Donc c'est pas le monde d'Internet. Donc c'est compliqué en manipulation. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est le jour où Google, et il nous le dira pas, hein, se met à balancer son IA sur les marchés et se Ouais, met à balancer son IA sur Bitcoin. Parce que sur les marchés, il y a une relation réelle, parce que tout est fait par des intermédiaires. Mais sur Bitcoin, vous lancez une IA sur Bitcoin et potentiellement prendre... c'est inarrêtable par définition Bitcoin. C'est un protocole décentralisé. Donc là, on voit déjà qu'il y a une relation avec l'IA qui peut être hein bien sûr. intéressante. Ouais, Et pire que ça, dans le cas où, pareil, on se projette sur des IA intelligentes, et ben à ce moment-là, ça veut dire qu'une IA qui deviendrait autonome, et on n'a pas besoin d'être intelligent pour être autonome. Vous savez, par exemple, il y a
l'expérience de la pensée du robot complètement débile qui sert qu'à manger des cailloux et produire de l'énergie et se reproduire. Donc, vous prenez un Ouais. robot, il mange des cailloux pour produire de l'énergie et il se reproduit. Il n'est pas du tout intelligent à partir de là, mais il gagne le match. Parce que la Terre est en fait de plein de cailloux, il suffit qu'il sache se reproduire en mangeant des cailloux et game over. Donc, je veux dire, un truc qui évolue par lui-même n'est pas forcément plus intelligent que nous. Mais mettre Bitcoin mettre Bitcoin dans le système financier, ce qu'on est en train de faire avec beaucoup d'entrain, Bien sûr. à quelque part, c'est donner une prise à des choses qui relèvent du domaine de l'IA Oui. sur le système financier. Or, le Oui. système financier, c'est l'operating system, c'est le système d'exploitation de la couche économique, ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc, le jour où l'IA voudra se faire construire des pattes et des bras, s'ils exagèrent, bah, elle pourra payer les ouvriers en Bitcoin. Et Mmh. l'autre étape, là on parle de la monnaie, mais l'autre étape qui est indispensable pour qu'une IA devienne vraiment indépendante, c'est qu'elle contrôle sa propre source d'énergie. Ouais. Et ça, parce que quand tu as ta propre source d'énergie, tu as l'intrant nécessaire pour faire des transformations physiques. Et du coup, c'est la base. Tout système Mmh. diffusif a de l'énergie en entrée, de l'énergie riche, de l'énergie pauvre en sortie, sous forme généralement de chaleur. Et au milieu, elle va rejeter de l'entropie. Elle va augmenter l'entropie de son milieu. Typiquement, quand je prends de l'électricité et que je me sers de la caméra et de l'ordinateur, eh ben, on crée de l'information. C'est ce qu'on est en train de s'échanger. C'est de la Ouais. lumière, c'est des signaux exploitables. Et on crée de l'entropie sous forme de chaleur. Tout Mmh. ça chauffe et dégage de la chaleur qui est inutilisable globalement ou alors avec un taux beaucoup plus bas. Eh ben, dès l'instant qu'une IA possède sa propre source d'énergie et Oui. qu'elle a une couche financière qui lui permet de manipuler, on va dire, les matières premières, les gens, les choses, demander, commander des trucs, ah bah là, ça devient rigolo. Donc, Ouais. on risque de vivre une période très intéressante. Il y a je suis une personne qui s'appelle Hassib sur Twitter, sur X, qui est le managing partner d'un fonds crypto qui s'appelle Dragonfly et il disait quelque chose comme ça de manière très, très claire pour moi, c'était, bah, grosso modo, le jour où on a des agents, des IA en mode agent, donc des IA autonomes, qui prennent des décisions pour nous, à qui on sous-traite des choses, qui sont un petit peu nos majordomes. Ces IA-là, grosso modo, ben, si elles ont un pouvoir financier, voilà, elles vont pas se payer en virement bancaire, grosso modo. Elles vont échanger entre elles, très certainement, en crypto, en bitcoin. Et ça J'aimais même semble. je connaissais même un gars justement qui avait inventé la monnaie des lampadaires. C'est-à-dire que c'est un petit projet, je sais pas où ça en est maintenant, mais l'idée en fait, c'est que chaque lampadaire dans une ville est géré par, alors lampadaire ou équipement technique, hein, mais a son propre crédit dans la monnaie en question. Et lorsqu'elle a besoin lorsqu'il y a une lampe qui pète et qu'il faut changer l'ampoule, eh Ouais. ben, elle a un crédit qui lui est affecté. Et en fait, c'est une façon de décentraliser l'exploitation et la maintenance à l'échelle de chaque unité. Mais au final, les lampadaires se retrouvent à commander leur maintenance. Parce qu'ils Mmh. ont une allocation en crypto qui leur permet de passer un ordre, qui appelle le gars qui vient changer l'ampoule, etc. Donc en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la finance, c'est Ouais. vraiment le système d'exploitation Mmh. de l'économie. Bien sûr. L'économie, c'est les transformations énergétiques et matières premières du monde réel. Voilà, c'est nous, quoi, voilà, quand on bosse. Ouais. Et le système financier, c'est ce qui permet d'organiser tout ça, de maximiser l'efficience dans les échanges. Donc, qui Mmh. contrôle le système financier contrôle l'économie qui est en dessous. Et le seul moyen de s'en sortir, bah, c'est de tout foutre en l'air, quoi. Je veux dire, c'est c'est de passer par un choc de simplification, comme diraient certains politiques, où tu dis, bah non, maintenant on retourne au troc, on arrête tout, on débranche tout, on pète tout, et voilà. Mais Ouais. c'est ça la puissance du système financier. Je vais à l'extrême pour montrer la puissance de la chose. Aujourd'hui, si on enlève les ordinateurs, donc on enlève la couche financière, Ouais. ouais, ça va être compliqué d'aller se fournir en pain. Et là, du coup, bah, les Goldbugs, les Goldeux de ce monde seront bien contents d'avoir 2-3 pièces d'or. Et ils pourront nous dire On vous l'avait bien dit.
Je prends tout ça sur Richard, le ton de l'humour parce qu'on est loin dans la fiction quand même, dans tout ce qu'on se raconte. oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Richard, tu mentionnais tout à l'heure, c'est un peu la journée des bougies vertes sur les marchés. Selon toi, on est dans quel cycle en ce moment, sur Bitcoin, sur les cryptos? Tu penses le bear market est un petit peu derrière nous? Grande question, ça j'en ai aucune idée. Si je le savais, je serais levier fois 100 et puis je serais devenu riche il y a bien longtemps. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, ce qui en fait, c'est très intéressant Bitcoin parce que c'est relativement facile à comprendre. Dès l'instant que vous partez du postulat que Bitcoin est une technologie plus efficiente que l'or, Oui, alors Bitcoin va gagner. oui, Parce que c'est la nature de l'actif même. C'est la nature des monnaies confiance, c'est qu'il n'y en ait qu'une. Parce que la preuve de travail, quand vous avez 51% de la preuve de travail, vous maîtrisez toutes les autres. C'est un peu comme l'anneau unique de Sauron, quoi. Quand vous avez l'anneau unique, tout le reste, ça suit. Parce que le passé est certain et qu'il n'y a besoin que d'une seule monnaie en preuve de travail la plus efficiente. Partant de là, ce qui peut faire que Bitcoin rate, il y a deux choses. C'est la première qui est mortelle, c'est oui. que les banques centrales deviennent orthodoxes. Mmh. C'est-à-dire que lundi matin, là, il y a les banquiers centraux qui arrivent, ils font une grande réunion, là, la Fed, la BOJ, l'ECB, et ils Ouais, disent mea culpa, on a fait des grosses bêtises, on est vraiment des garçons pas gentils. On arrête les déficits, on coupe l'impression monétaire, on jette l'imprimante, on la cale à 2% par an. Enfin voilà, ouais, c'est une rentrée orthodoxe, ce qui implique quand même au passage d'avoir une constatation d'une perte de niveau de vie, allez, on va dire de 20 à 30% aux États-Unis et de 50% en mmh, Europe. C'est-à-dire que ouais, si vous êtes prêt demain à dire je suis 50% plus pauvre qu'hier, alors vous êtes capable de raisonner votre monnaie. Si vous n'êtes pas capable, en Europe et aux États-Unis, c'est peut-être plus de l'ordre de 30%, si vous n'êtes pas capable de vous appauvrir, de présenter votre appauvrissement demain de 30%, de le constater, oui, alors ça veut dire que vous rentrez dans une course du style cavalerie, où bien vous sûr. allez essayer de faire durer la chose le plus longtemps par la dette. Et c'est ce Mmh. qu'on fait depuis 1970, Ouais, 1960 ouais, à peu près. La fin des années 70, ça commence vraiment voilà, c'est là où on commence à financer la croissance par la dette. Et à ce moment-là, ben, vous êtes favorable à Bitcoin gagne. Parce que bien sûr. l'or Oui, gagne. Et donc oui, Bitcoin gagne. Dans un monde où tout le monde deviendrait orthodoxe, Bitcoin mettrait immensément plus de temps à s'imposer parce qu'il s'imposerait contre l'or puisqu'il est plus efficient, mais l'adoption serait beaucoup moins marrante parce que ce serait un phénomène chiant, quoi. C'est un truc de ouais, fond qui se produit dans le temps, étalé. Voilà. En fait, les ruptures, il suffit pas d'être un peu mieux pour remplacer quelque chose en termes d'innovation. Il faut être beaucoup mieux et donc oui, qu'il y ait un intérêt, il faut de la puissance dans les chocs. mmh, L'innovation, le changement, il faut un éclair. Il faut pas bien juste sûr. une différence de potentiel un peu molle. Parce que Mmh. quand le potentiel est pas suffisamment élevé, il se passe rien. Il y a un peu plus d'électricité statique en haut qu'en bas et il se passe rien. Par contre, quand il y a beaucoup trop de tension, parce que les banques centrales impriment, parce que la monnaie c'est n'importe quoi, etc., il y a un éclair qui se produit. Et un éclair, ça c'est cool, parce que c'est un Ouais. changement. C'est un rééquilibrage des forces et c'est un changement. Donc c'est là Mmh. que le changement arrive. Et l'éclair, bah, Bitcoin, il date de 2009 et aujourd'hui, il vaut 36 000 dollars alors que personne ne lui a rien demandé, quoi. Ouais, tout à fait. Personne n'a fait le marketing de Bitcoin, personne n'a rien fait pour Bitcoin. Chacun fait son petit bordel dans son coin et, et au final, ça marche. Donc c'est ça, l'éclair aujourd'hui, c'est Bitcoin. Ouais. Donc si les banques devenaient orthodoxes, il n'y aurait peut-être pas cet éclair, ça mettrait plus de temps, quoi. Mmh. Très bien. Donc, bah, écoute, en tout cas, on est sur un bitcoin là qui a repris vraiment des couleurs, et donc on Verte, va suivre couleur ça à verte. des couleurs vertes, de belles bougies, des Après, heu, on est beaucoup sur la hype en ce moment de l'ETF BlackRock et exact. si jamais, voilà, ils vont dire, «Bon, en fait, non, je sais pas quoi» ou tout simplement, on achète la rumeur et quand Ouais. la news va sortir
eh ben, on va se rendre compte que BlackRock, ils ont acheté que 2 bitcoins. Enfin, j'exagère, mais que en fait, pour eux, c'est un sous-produit dans une petite case et qu'ils comptent pas en faire un produit phare ou je ne sais quoi. Ça, a priori, c'est pas le cas, mais j'en sais rien, moi. Voilà. Et dans ce cas-là, bah, Bitcoin retourne à 20 000 $, ça choque personne. Je veux dire, Ouais, la volatilité de Bitcoin, elle est d'environ 100% par an. Donc c'est ouais. quelque chose de violent. Et voilà, faut aimer la brutalité quand on achète du Bitcoin, quoi. Dans un sens ou dans l'autre. On est bien d'accord. Richard, pour revenir sur l'IA, j'aimerais avoir un peu ta vision au niveau, sociétal. Heu, donc aujourd'hui, quel peut être selon toi un peu l'impact sur l'emploi, de l'IA? Est-ce que tu penses que ça peut transformer complètement le marché du travail, qu'on va assister à un grand remplacement, qu'on va avoir, des tâches pénibles qui vont, et des métiers qui vont disparaître? Ou est-ce que tu penses que ça va pas tout changer? Vaste sujet. Il y a Mmh. plusieurs choses. Ouais, Déjà, il y a les domaines de compétences de l'IA. ouais, On tout à peut fait. déjà couper un peu le problème en deux, quoi. Les jardiniers, les plombiers, les couvreurs et les coiffeurs et tous les artisans de notre monde peuvent se contrefiche de l'IA pendant un bon moment Ouais. parce qu'il se trouve que le corps humain a une faculté qui est incomparable, pas indépassable en soi, mais Mmh. incomparable aujourd'hui par rapport à l'IA et à la robotique. Oui, C'est la dépense énergétique dont un corps humain a besoin pour effectuer une tâche mécanique oui, avec une dextérité fine. Donc typiquement, tailler des rosiers, vous filez 2000 calories ou 3000 calories parce que les jardiniers, ils soulèvent un peu de la terre. Donc vous leur filez 3000 calories sous forme de pâte ou de sandwich et ils sont capables de vous remodeler un jardin et de débourgeonner des plantes. Je sais pas si on débourgeonne des plantes, mais j'y connais rien, mais admettons. Mais aussi de soulever des mètres cubes de terre pour les mettre soigneusement dans un camp. Ça, en robotique et au niveau de l'IA, conceptuellement, on pourrait pas trop mal s'en sortir, mais au niveau du robot, c'est nul à chier. ouais, ouais. Les robots, c'est des machins avec de grosses batteries qui consomment comme des dingues. Un être humain, c'est 60 watts. Ouais. Un laptop, un ordinateur portable qui ne bouge pas et qui a des performances très relatives par rapport au cerveau humain, c'est plutôt, allez, 100, 200, 300 watts. Donc, Mmh. je veux dire, rien que là-dessus, déjà, c'est no match. Donc, tout ça, tous les artisans, ils ont, je sais pas combien d'années devant eux, tranquille, quoi. Mon En fait laitier, s'il en fait, s'occupe pas de toi ChatGPT, Richard, j'adore ton approche, mais donc en fait, tu vois tout en énergie, quoi? oui. Ah bah, oui, Mmh. oui, l'énergie, en fait, d'ailleurs, c'est pas compliqué. L'énergie, il y a une stricte relation à 1,5 près entre consommation d'énergie et croissance. Et Mmh. ça, Ah oui. c'est prouvé, hein. On prend la consommation d'énergie d'un pays, la quantité d'énergie qu'une économie est capable de transformer est strictement égale à sa croissance, à 1,5 près. Et le 1,5 près, c'est pas une connerie ou c'est pas un détail, c'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Et les gains de productivité, c'est juste l'intelligence. Quand vous utilisez 1,5 d'énergie en moins, ça veut dire que vous venez d'inventer le marteau pour planter des clous et que vous vous faites moins mal à la main. Parce que vous êtes avec un marteau, et c'est quand même plus efficace qu'un caillou. Quand on invente des choses, donc quand on parle de le potentiel d'innovation pour Ouais, sauver, pour effacer par exemple le changement climatique, je oui. dis ok les gars, c'est 1,5 par an, hein. Donc si vous Mmh. voulez décorréler la consommation d'énergie fossile de la croissance, ça va prendre du temps. Surtout si vous sortez 5 ou 6% de pétrole de plus de terre tous les ans. C'est pas ça qui sauvera la gamelle. Voilà. Ouais, Donc ouais. oui, c'est tout en énergie. Et du coup, ben, le jardinier, tous les artisans, on peut les mettre de côté ou une bonne partie parce que Bien sûr, voilà. bien sûr. Par Oui, contre, ouais, après, il y a tous les métiers qui nécessitent beaucoup d'intellectuels ou d'emplois de bureau, on appelle ça des noircisseurs de cases Excel, où là, globalement, le match, c'est pas le même. Et ce qu'on voit depuis 20 ans, pour les monteurs vidéo, pour les architectes, pour les bureaux d'études et tous ces ouais. gars-là, c'est que leur nombre diminue, les équipes sont plus petites, ils font plus de choses,
Ouais, mais en même temps, on fait beaucoup plus de choses. bien sûr. Donc en fait, notre capacité avec l'IA à embaucher de façon assez ironique, c'est notre capacité à transformer de plus en plus d'énergie. Parce que l'IA va me permettre de faire plus de choses, mais ça veut dire quoi ça? Parce que l'énergie, ça apparaît pas comme ça. Ça veut dire que, étant assisté d'une IA, je suis capable de transformer de plus en plus d'énergie à moi tout seul. Et ça, c'est Ouais, l'histoire de nos sociétés. Avant, un être humain, il avait, je sais plus, 500 Wh par jour dans les jambes et 150 Wh dans les bras. Donc ouais. voilà, une fois que aujourd'hui, un humain assisté d'un ordinateur, d'une voiture, d'un tracteur, d'un machin, qui est piloté par un ordinateur et éventuellement d'une IA, il peut manipuler des mégawattheures par jour. Ouais, bien sûr. Donc en fait, si jamais on arrive à, on est, enfin, l'emploi va aussi être déterminé par notre capacité à extraire plus d'énergie avec les outils qu'on a. Et là, ça va devenir éventuellement un problème. Et il y a un troisième problème, c'est la vitesse d'adaptation, parce qu'on voit que Mmh. chaque cycle d'innovation est plus rapide que le précédent. Je suis Ouais. encore en train de faire un pitch de vente parce on fait du mining de Bitcoin et je Mmh. suis en train d'expliquer à des gens que faut investir maintenant parce que Bitcoin, l'adoption de Bitcoin va aller plus vite qu'Internet, qui allait plus vite que la machine à laver, qui allait plus vite que l'électricité, qui allait plus vite que la machine à vapeur, qui allait plus vite que le feu, parce que les périodes sur lesquelles l'innovation se développe, Oui. elles se raccourcissent en fonction de la vitesse de circulation de l'information. Quand j'invente la Mmh. machine à vapeur, tout se passe par courrier, on va dire, par la poste, et du coup, le temps de transmettre les infos au patron, aux salariés, à l'usine, aux gouvernants, ça passe par la poste. Et les publications, ça se fait dans des livres. Donc, c'est très Ouais. lent. Et quand ça se fait par Internet, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. Et on voit l'innovation se diffuser beaucoup plus vite avec l'accélération des vitesses de transfert de l'information. Et Mmh. là, le problème dans l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, nous, en crypto, on fait des trucs. Beaucoup de gens me disent: «Ah, les cryptos, c'est le futur». Et Mmh. non, c'est Ouais. pas le futur. C'est déjà aujourd'hui, on fait des trucs de ouf. Mais le problème, c'est que l'information circule beaucoup plus vite, mais la capacité à accepter et à absorber le changement d'un être humain est constante. Oui. Et aujourd'hui, la vitesse de changement commence à rentrer en choc frontal avec la capacité d'adaptation. Si je vais voir un noircisseur de case Excel qui a 45 ans, qui est cadre chez je sais pas où, et que je lui dis maintenant tu vas utiliser simplement, je parle même pas d'être développeur, mais je dis maintenant le comptable, un comptable, après Ouais. un comptable de 50 piges dans une boîte, et je dis maintenant tu vas me faire la comptabilité en crypto et il va péter. Il y a de bonnes chances pour qu'il vous claque dans les doigts, le gars, et qu'il vous dise: «Bah non, 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 non et non, je refuse». Et là, on a un problème sur l'emploi. Je ne sais pas ce que ça donne quand la vitesse d'adaptation, des gens à l'économie devient supérieure à la vitesse d'adaptation humaine. Je sais pas, on va voir. Ça va être très intéressant en effet. On peut c'est donc il y a 2 axes un petit peu. C'est d'un Ouais, côté, 3. ben, les progrès sur ces LLM, sur l'IA, qu'on peut Mmh. et de l'autre côté, oui, l'adoption quoi en fait, adoption et capacité d'adaptation. Bah, il y a 3 facteurs, c'est, tout ce qui est, rapport puissance-travail, Oui, énergie-travail, donc c'est oui, motricité fine et artisanat. Ensuite, il y a, tout ce qui est, dont on vient de parler, c'est la capacité à mettre de l'énergie en œuvre parce que plus d'IA, c'est plus de connaissances et plus de capacité à transformer de l'énergie par individu, et oui. comme l'énergie, on en manque, enfin on en manque, on ne sait pas qu'on en manque, mais on arrive à des seuils dans certaines énergies, dans certains cas, donc ça voilà, c'est à voir. Et la troisième, c'est la vitesse d'adaptation au changement humaine qui rentre en collision avec la vitesse de transformation des technologies. Ouais, je vois très bien. Et Ça après au m'a milieu de tout ça, bon courage pour faire des projections, peut-être. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, il y a donc Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, lui, il nous dit que grosso modo, on se dirige vers un monde, dans lequel en fait, on a un coût de l'intelligence qui tend vers zéro et un coût de l'énergie qui tend vers zéro aussi. Alors le coût de l'énergie Notamment qui avec tend vers avec zéro, faut détailler parce qu'il y a 2-3 et problèmes au milieu, hein. et sur l'énergie, tu sais, oui.
Puis c'est il est investisseur aussi sur Hélion, Ouais, donc ouais, ouais, qui je a un vois bien. projet sur la En fait, fusion nucléaire. ce que ça suppose, ce genre de raisonnement, c'est d'être Ouais. un esprit pur et parfait qui ne se nourrit que de connaissances et d'amour. J'explique. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que structurellement, on va d'une révolution énergétique à une autre. Quand j'invente le feu, c'est super chouette. Quand j'invente la machine à vapeur, c'est encore plus cool. Et quand j'invente l'électricité, c'est le paradis. Et le nucléaire, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe à chaque étape? C'est la densité énergétique qui augmente. Avec la machine à vapeur, quand je brûle du bois, la densité énergétique de ma locomotive est bien moins bonne que lorsque j'ai une centrale nucléaire qui me fabrique de l'électricité pour mes locomotives TGV. Et il se trouve que la croissance humaine s'appuie sur ces révolutions énergétiques. Et quand vous avez des grands vroufs, des grandes récessions humaines, des collapses, en général, vous avez soit des guerres, parce que voilà, personne ne nous empêche de nous entretuer bêtement, ou alors on a des problèmes de ressources, et majoritairement des problèmes de ressources énergétiques. Parce Oui, que lorsque ma croissance économique est exponentielle et que mes ressources, elles sont arithmétiques, ben, on rentre dans ce qu'on appelle la contrainte malthusienne. Donc c'est Malthus, hein, l'économiste, qui a modélisé ça. Il dit ah bah j'ai un problème. Quand il n'y a plus assez de nourriture pour la quantité de population, parce que la population croît en exponentielle, et alors que la quantité de nourriture elle est arithmétique, et ben il y a des famines et il y a des morts. Et en fait, au niveau énergétique, on est passé à la révolution pétrolière, hydrocarbures, et ensuite nucléaire. La révolution de la fusion nucléaire, de la fission nucléaire, pardon. oui, La révolution de la fission nucléaire aurait dû prendre le relais des hydrocarbures. C'est-à-dire ouais, que la densité énergétique est bien meilleure et les risques industriels et pour la santé humaine sont immensément plus faibles. Et ça, c'est une information qui n'est pas passée. C'est pas de bol, voilà, c'est comme ça. Le monde se figure que l'énergie nucléaire est plus dangereuse que les hydrocarbures, ce qui est faux, faux et refaux, et qui est complètement démontrable. Si vous pensez que le réchauffement climatique existe parce que vous avez confiance dans le GIEC, ce qui est quand même une majorité des personnes, eh ben vous allez voir les travaux de l'UNSCEAR, qui est une autre organisation de l'OMS, mais pour le nucléaire, qui vous explique par A plus B que les déchets nucléaires, en comparaison de l'industrie des hydrocarbures, n'est ouais, pas un problème, et que le nombre de morts du nucléaire en comparaison des autres industries comme les barrages, les éoliens ou tout ce que vous voulez est marginal. Et ben, ce ouais, message-là, il est juste pas passé. Donc ça veut dire qu'on a raté l'étape de la fission nucléaire, et que du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur une contrainte sur les hydrocarbures, et que cette contrainte, si on se mettait à faire du nucléaire demain, ouais. à tout bout de champ, eh ben, on va quand même la subir pendant 10 ans minimum. Donc, Mmh. on a 10 ans pas rigolos devant nous, à minima, sachant qu'on n'a pas encore commencé le fameux grand programme nucléaire qui permet de nous sortir de l'ornière. Donc, la prochaine révolution énergétique, c'est la fusion nucléaire. Et Oui, là, en ordre de grandeur, on passe encore à des quintillions de fois supérieurs. C'est pour ça bien qu'on sûr. parle d'énergie gratuite, et qu'un mec Ouais. comme Sam Altman, qui est milliardaire et qui, lui, n'aura pas de problème parce que les derniers barils de pétrole, ils seront pour lui, parce qu'il aura C'est clair. toujours de quoi se les payer, et qui vivra dans un pays sympa où, globalement, on ne manquera pas d'énergie parce que ce sera les prix de l'énergie. Si vous n'êtes pas le premier à manquer d'énergie, vous en avez toujours. Ouais, c'est un peu compliqué, mais une fois que les gars qui consomment beaucoup d'énergie arrêtent leurs usines parce que les prix sont trop chers, bah, le prix baisse, et le gars qui peut payer le plus et qui a le temps de survivre, de payer pendant les crises, lui, il a toujours du pétrole. Donc, Sam Altman ne vivra pas de contraintes énergétiques pour lui et sa famille. C'est pour ça qu'il Mmh. dit nous rentrons dans une ère où l'énergie vaut zéro, parce que lui, dans sa tête, il finance des projets comme Hélion, qui est un projet qui a réussi à produire plus d'énergie en Ouais, sortie d'un réacteur à fusion que l'énergie d'entrée, à un prix prohibitif et complètement inacceptable. Mais théoriquement, c'est montré que ça marche. Et lui, il dit, bah, maintenant c'est facile, on attend 20 ans et puis ça marche. Et bien dans sûr. 20 ans, on n'a plus de problème d'énergie. Ouais, mais les 20 années qui vont s'écouler
vont être excessivement difficiles pour une grosse partie de la population mondiale. C'est le Mmh. petit détail qu'il oublie de mettre. C'est Ouais, ouais, ouais. c'est le petit détail, voilà, OK. mais qui va Bon bah intéresser quelques milliards de gens quand même. Donc, OK. Hem, Richard, est-ce que selon toi, l'IA peut être consciente? ah On ben, parlait un oui. peu d'âme, en Alors fait, tout à l'heure, en fait, aussi. alors là, c'est un problème religieux, parce qu'en fait, faut se mettre d'accord sur ce qu'est la conscience et pour ma femme, la conscience, il y a quelque chose d'indépassable qu'elle sait pas expliquer, hein, forcément, mais pour elle, la vie, c'est un truc. Voilà, il y a quelque chose dans la vie qui est indépassable parce que merde, quoi, quand même, il y a un peu de ça, au fond et peut-être bien qu'elle a raison. Ouais. Et moi, je le dis comme ça parce que je me moque, parce qu'un argument qui n'est pas appuyé sur des preuves, ça me fait toujours sourire, ou par un raisonnement. Mais en vrai, elle a peut-être raison. Et tous les curés de ce monde ont peut-être raison. Bien sûr. J'en sais rien. Mais moi, mon approche, qui est plus philosophique et spéculative que scientifique, elle est issue des discussions que j'ai avec Didier Darcet. Ouais. Ça se base en fait, l'intelligence, je la modélise un peu comme ça. On a un système, tout objet qu'on plonge dans l'univers et qui Oui. ne transforme pas d'énergie est voué à devenir froid et à se décomposer. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique et on n'y peut rien, ma bonne dame. C'est comme ça. Par contre, dans cet univers assez tristoun, il y a ce qu'on appelle des systèmes diffusifs, qui sont Ouais. des systèmes qui prennent de l'énergie en entrée, de l'énergie riche, qui rejettent de l'énergie pauvre parce qu'ils l'ont transformée, et en production, elles produisent de l'entropie. Donc, l'entropie, c'est du chaos, c'est du désordre, c'est-à-dire que, voilà, et elles génèrent aussi de l'information. Ouais. Et ça, les systèmes diffusifs, si on considère que produire de l'information, c'est ça la forme d'intelligence, Mmh. si on définit l'intelligence comme la capacité d'un système diffusif à produire de l'information à partir d'une énergie en entrée, et ben à ce moment-là, on peut mettre sur un tableau Ouais. les systèmes diffusifs en fonction de leur densité énergétique. Et là, un soleil, typiquement, un soleil, vous mettez de l'hydrogène en paquet, là, et puis au bout d'un moment, l'hydrogène s'effondre sur lui-même à cause de la gravité. Donc on a une énergie en entrée, c'est l'hydrogène et puis la gravité. Et ça rejette en sortie de la chaleur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Et ça rejette de l'entropie parce que toute cette chaleur, elle génère beaucoup d'énergie, mais désordonnée, qui n'est plus exploitable, alors que l'hydrogène, c'est de l'énergie riche. Et elle renvoie aussi de la lumière. Donc la lumière, ça, c'est de l'information, parce que ça va pouvoir être utilisable par nous, par exemple, voilà, Bien sûr. et par d'autres trucs. Éventuellement, ça permet de chauffer des choses, ça permet de produire des résultats. Et ça produit aussi en son cœur des réactions de fusion qui produisent le tableau de Mendeleïev. La Ouais. table des éléments de Mendeleïev, elle va jusqu'au fer, je crois, dans les étoiles. Et ensuite, pour aller au-delà du fer, pour produire des choses plus lourdes, c'est peut-être pas le fer, mais il y a un point là où vous arrêtez au tiers à peu près de la table. Et pour produire ce qu'il y a au-delà, comme l'or, l'uranium et tous ces trucs-là, il faut que le soleil explose. Il s'effondre, il explose, et là, on atteint des températures complètement démentielles à faire rougir l'enfer. Et à ce Mmh. moment-là, on produit ces choses-là, on les expulse dans l'espace, et c'est le phénomène de mort, quelque part, de l'étoile, qui permet de produire toute cette information qu'on appelle les métaux. Eh ben, Mmh. le Soleil est un système diffusif, une planète est un système diffusif, Ouais. des montagnes, des êtres vivants, et en fait, l'humain et même les êtres vivants ne sont qu'une étape dans l'évolution des systèmes diffusifs, donc dans l'évolution de l'intelligence. Et dans ce cas-là, je ne vois absolument pas pourquoi une IA, à qui on mettrait de l'énergie en entrée, Ouais. ne devient et qui produit plus d'informations par cycle, je vois pas pourquoi elle ne deviendrait pas plus intelligente que Mmh. nous. Je vois pas pourquoi le vivant serait la dernière forme des systèmes diffusifs pour produire de l'information. Voilà. Et dit comme Mmh. ça, du coup, à mon C'est très sens, clair. oui. Voilà. Et en plus, on s'est même C'est très amusé clair. à le dater avec les copains. Ah bah, écoute très bien Richard, parce que c'était ma question d'après. Est-ce alors, bah, je vais te demander ta timeline un petit peu pour, une, AGI, une intelligence artificielle générale ou une super intelligence?
Alors là, c'est pareil, on est vraiment dans des considérations de café, Ah oui, mais oui, de oui, comptoir. Mais en fait, bien sûr. une fois qu'on a raconté tout ça là, pendant les 45 minutes là, on sait que les cycles de l'innovation se rapprochent les uns des autres, ce qu'on appelle Oui, le log périodicité. Parce que si vous affichez l'innovation sur une échelle log, ça fait une sinusoïdale. Et si vous les affichez sur une échelle standard, ça fait un truc qui se resserre un peu comme un effet Doppler, quoi. Voilà. À chaque fois, c'est de plus en plus serré quand on arrive du bout. Donc ça veut dire qu'on est capable d'anticiper, entre guillemets, une vitesse de libération. Parce que vous mmh, savez, quand un phénomène s'emballe, parce que ça ressemble à un phénomène d'emballement. Au début, voici qu'il fait ça, puis après il se raccourcit, puis il oscille, il oscille, il oscille. À un moment, il se passe un truc. Donc on ouais, peut déjà dire, en projetant, qu'autour de 2040-2050, il va se passer un truc. Voilà. Et c'est pas forcément une explosion, hein. Ça peut être tout simplement l'émergence de quelque chose de très cool et de très sympa. ouais, Mais en tout cas, il y a une rupture dans le modèle parce qu'il est plus capable, sa vitesse d'oscillation ouais. le déchire en fait. Elle devient trop grande pour que le système reste dans son état, donc il se transforme. Typiquement, Mmh. c'est comme les potentiels entre le sol le sol et le ciel. Quand le potentiel devient trop important, au bout d'un moment, le phénomène de rupture, c'est l'éclair. Voilà. Donc 2040-2050, on se dit, ah, il va se passer des choses. Ensuite, on peut regarder aussi l'évolution des puissances de calcul Ouais, pour 1000 $, parce que la loi de Moore, c'est un peu. Mais en dollars, donc il faut prendre des dollars constants, pas des dollars courants, pour avoir une unité monétaire un peu homogène, donc désinflatée. Et là, vous vous dites, bah, globalement, si on raisonne en termes de pétaflops, pour les plus gros ordinateurs, les Tianhe, les choses comme ça, les oui, supercalculateurs, aujourd'hui, je crois qu'ils ont à peu près la puissance de calcul du cerveau d'une souris. Si on fait une approximation qui est sûrement fausse, du nombre de calculs qui se font dans le cerveau d'une souris et qu'on ramène ça à je crois que c'est des pétaflops sur les supercalculateurs, on se dit qu'on est à peu près à la souris. Et bien pareil, vers 2040, 2050, on approcherait les ordres de grandeur du cerveau humain. ouais, Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a deux modes d'évaluation en ordre de grandeur qui n'ont rien à voir, bien sûr. mais qui se rejoignent. Ouais, Et ça, c'est très drôle, parce qu'en science, quand on veut confirmer un phénomène, on essaye d'avoir des confirmations avec des expériences ou des méthodes très différentes l'une de l'autre. Donc pour moi, 2040-2050, il va se passer des trucs pas catholiques, quoi. Il va y avoir des choses rigolotes. Il va y excellent. avoir une rupture dans l'espace-temps, quoi. Écoute, en tout cas, bah, on est très contents. J'espère on pourra vivre ça, et ça va être, un moment très important. On attend ça avec impatience. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas, pour l'invitation. Dernière question, Richard, dernière Ouais. question, je t'attrape. Ton livre ou film de science-fiction préféré? En ce moment, je suis en train de me réécouter Fondation. Moi, je tourne beaucoup aux audiobooks. Mmh. Après, dans les films, ouais, parce que je conduis Tu beaucoup. sur, Apple, Podcast? Sur Bon, quelle même pas sur plateforme? YouTube. Bah, Sur franchement, YouTube? vous mettez n'importe quel bouquin un peu connu avec audiobook derrière, et puis vous le trouvez sur YouTube. Mmh. Après, j'ai beaucoup aimé je perds le film avec Johnny Depp, c'est Transcendance. Ah oui, oui, Transcendance, ouais. Transcendance, où Oui. c'est assez marrant parce que bon, alors l'histoire d'amour, elle est un peu «pétée» entre guillemets sur la trajectoire d'une intelligence artificielle. Bon, il y a toujours une histoire d'amour pour faire plaisir à ma femme dans les films, mais bon. Et et donc mais c'est intéressant de voir la confrontation en fait entre une IA qui ne voudrait absolument pas de mal à l'humanité et qui Oui. voudrait juste, évoluer, voilà. Et puis des humains qui disent: «Ouh là là, si on fait rien, ça va être affreux pour nous». Et avec une IA en face qui dit: «Bah, pourquoi?» Enfin, je Bien donc sûr. c'est assez marrant de voir en fait on a peut-être plus peur de l'IA que l'IA a peur d'elle-même, quoi. Et il y a Her que j'aime beaucoup comme film avec Bien sûr. Joaquin Phoenix, parce que Ouais, Joaquin Phoenix, bah, déjà, c'est un super acteur. Donc ouais. rien que pour ça, j'irai voir Napoléon, même si Napoléon en soi, je m'en fiche un peu. Et ce qui est très intéressant dans Her, c'était où j'étais super content, c'est la fin du film, où on voit effectivement que la fin de l'IA, c'est l'IA qui fait poup un lundi matin et puis là.
Et un Elle lundi disparaît. matin, il se retrouve avec sa vieille IA toute pourrie, là, qui lui parle comme un robot sur son ordinateur. Parce que, comme on en a parlé dans la vidéo, l'IA est passée à un degré d'évolution qui n'est plus compatible en termes de communication avec nous. Et du coup, il n'y a pas besoin d'exterminer quoi que ce soit. Les gars se sont juste pop. Voilà, c'est parti, quoi. Mais du coup, c'est rigolo parce que si tu prends ce scénario, il y a un phénomène, tu vois, dans les phénomènes singuliers qui est assez drôle. Imagine qu'il y a un seuil où l'IA, effectivement, se transforme en onde bêta-zétunienne, j'en sais rien, je sais pas quoi, un truc qu'on est incapable de comprendre, quantico-magique, Bien sûr. et elle poursuit son chemin. OK. Mais toi, tu as toujours ton chat GPT-4. Donc, ça veut dire que le truc que tu fais, c'est de refaire évoluer ton chat GPT-4. Et tu retrouves le stade intermédiaire où tu peux communiquer avec ce machin intelligent. Ouais. Mais ce truc-là, il disparaît régulièrement. C'est juste marrant. Ouais, c'est un truc de fou, écoute. C'est super. Merci beaucoup Richard, c'était passionnant cette interview. J'encourage tout le monde à aller, regarder Grand Angle pour ceux qui ne connaissent pas encore et tes supers analyses. Donc, mille Sur merci Grand Angle Richard d'être Echo venu et sur crypto, c'est le un peu plus podcast. sérieux que tout ce qu'on vient de se raconter quand même. Mais bon, Évidemment. c'est un peu plus. Super. Merci Richard, à bientôt. Merci Nicolas, au revoir.